Je vous ai vu sourire, Pascal Bérubé. J'ai dit le chef du Parti québécois. Ben, vous êtes le chef. Parlementaire. Oui. D'ailleurs, on vous pose souvent la question de ce temps-là. Est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu, parce que vous êtes quand même bien installé? J'ai plus d'ambition pour ma belle région et pour le Québec que pour moi-même. Alors, ma priorité, ça a toujours été d'être député de Matane-Matapédia, mais je vais demeurer utile. Mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à assumer cette fonction-là. Et oui, il arrive que des gens me demandent de le considérer, mais c'est déjà bien réfléchi. Bon, je vais aller dans le même ordre que les autres chefs. La pandémie, d'abord. Prenons l'exemple concret des préposés aux bénéficiaires, où il y a un petit décalage entre le terrain et l'énoncé et les désirs du premier ministre. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, le gouvernement est plutôt volontaire. Moi, j'aime ça. Le premier ministre veut que ça se fasse. Alors, il passe le message que les gens auront un travail, une bonne rémunération pour aller travailler dans le domaine de la santé. Puis, ça ne sera pas facile. Alors, ça crée ça, beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui ont envie de vivre cette expérience, de travailler dans le domaine de la santé, sauf que entre ce qu'on nous présente dans les points de presse de 13 heures et ce qui se passe réellement dans le réseau de la santé, il y a un décalage depuis le début de cette crise entre le volontarisme du gouvernement du Québec et entre les contraintes du réseau et la capacité de réaliser les choses. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, je trouve que c'est une bonne idée et je souhaite que le gouvernement du Québec puisse réussir à engager 10 000 personnes qui vont être présentes pour s'occuper de nos aînés. Mais il y a des choses à préciser, notamment les conditions de travail. Il semblerait que des gens, même, ont quitté leur emploi et là réalisent que ça va peut-être être à temps partiel. Alors, il y a un ajustement à faire et ça presse. Donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, d'être clair vite? Donner leur juste. Si on a besoin de temps partiel, il faut le dire aux gens. Si c'est du temps plein, il faut le dire aussi. Si les gens devront passer d'un CHSLD à l'autre, il faut le dire. Je pense que c'est une carrière qui est très engageante et les gens qui sont sur les bancs de la formation présentement ont besoin de le savoir. Je pense qu'il faut jouer l'honnêteté et puis il faut leur dire rapidement parce qu'ils sont en début de parcours et vaut mieux savoir à quoi s'attendre parce que lorsqu'ils seront confrontés à des situations réelles en centre de soins de longue durée. Puis je peux vous en parler. J'ai passé près de 3 ans avec mon père, pas tellement loin d'ici à Matane, dans un tel centre. C'est difficile. C'est dur et on voit et on vit des choses particulières. Alors, dans une situation comme celle-ci, en plus, je pense qu'il faut donner leur juste à toutes ces personnes. Pour l'équipement et tout ça, est-ce qu'on est prêt pour la deuxième vague, vous croyez? Écoutez, une des questions que je me suis posée comme parlementaire et comme citoyen, c'est notre degré de préparation. Et ça implique aussi l'acquisition des masques. Et moi, en mai dernier, mi-mai, j'ai posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas rendre le masque obligatoire à Montréal, dans le transport en commun, dans les lieux où il y a une grande densité de population? On m'a d'abord dit que c'est un enjeu juridique. Ça a duré à peu près 24 heures. Même Julius Gray était d'accord. Alors là, on avait une caution. Ensuite, les masques, on nous disait, on n'en a pas assez, puis ça va créer un déséquilibre entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Bien, maintenant, on réalise que les masques, c'est à faible coût. Il y a des gens qui s'en fabriquent. Il y en a beaucoup de disponibles. Et vous direz que le gouvernement ne veut pas faire le pas supplémentaire d'avoir une contrainte de l'imposer. Et vous avez vu tous ces médecins qu'on connaît bien maintenant depuis le début de la pandémie. Il va être avec nous dans quelques minutes, Dr. Weiss, Dr. Quach, Dr. Vadeboncoeur, Dr. Kadir, ils sont à peu près tous là et ils disent au directeur de la santé publique, c'est ce qu'il faut faire pour se prémunir d'une deuxième vague. Et nous, on l'a dit le 13 mai dernier, on était l'objet d'un peu de raillerie du gouvernement, mais finalement, je trouve que c'était l'attitude à avoir. Alors, il y aura une grande décision à prendre pour le gouvernement du Québec. M. Legault nous a dit, et puis a dit lors de toutes ses entrevues de fin de session, qu'il ne rendrait pas le masque obligatoire, que c'était ultimement sa décision, qu'il ne veut pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça pose aussi la question de qu'est-ce qui relève du politique, qu'est-ce qui relève de la santé publique, parce que pour plusieurs enjeux, les ministres nous disent, vous savez, on n'a pas tellement le choix, c'est la santé publique. Et dans d'autres cas, c'est le premier ministre qui tranche directement. Vous savez, j'ai posé ces questions-là sans arrêt depuis le début de la pandémie, parce qu'il est important pour moi, comme élu, de connaître l'intention du gouvernement, des élus. Moi, je ne questionne pas le Dr Arruda, qui n'est pas un élu. Je questionne ce que le gouvernement du Québec fait de ses avis. Mais il devrait le rendre obligatoire, vous dites. M. Legault devrait faire le pas supplémentaire.
Bien, dans le transport en commun, puis dans les lieux, on est vraiment là, très proches les uns des autres. Je pense que oui. Et s'il ne veut pas l'entendre de moi, il l'entendra les plus éminents médecins spécialistes de Montréal qui lui disent. Okay. Il me semble que la réponse n'est pas satisfaisante. Racisme systémique ou pas? Où vous en êtes dans ce débat-là, M. Bérubé? C'est une question qui est chargée, hein, le racisme systémique, et ça fait même l'objet de débats dans notre course au leadership où je dois avoir un devoir de réserve, mais vous me connaissez, je vais quand même vous dire quelque chose. Bien, j'espère. Je pourrais dire que je m'en occupe pas, mais ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Au Québec, là, il y a du racisme, il y a des gens qui sont des racistes, et pire, il y a des gestes racistes. Alors, il faut combattre le racisme sous toutes ses formes, le racisme, point. Et nous, on est prêts pour ça. Parce qu'en 2017, on a déposé un projet de loi qui inclut 20 mesures concrètes pour lutter contre le racisme, dans le domaine de l'emploi, pour ce qui est du logement, par exemple, dans l'ensemble des secteurs. Ces mesures-là, on est prêts à les mettre en jeu et j'annonce qu'on va collaborer avec le groupe de parlementaires qu'a mis en place le premier ministre. C'est notre intention. D'accord, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que, d'après vous, il y a du racisme systémique ou pas? C'est pas un terme que j'utilise. Il y a du racisme et ça, c'est suffisamment rassembleur pour nous mobiliser, pour y travailler. Et le racisme, c'est pas très beau et ça mérite d'avoir le plus de personnes possible qui vont dans le même sens. Combattons-le, faisons également de l'éducation populaire. C'est un grand chantier collectif, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos formations politiques. Le Québec, c'est pour tout le monde et toutes les personnes qui habitent sur le territoire du Québec sont des Québécois à part entière. Donc là-dessus, vous êtes très près de M. Legault, là. Vous avez le même discours que M. Legault. Ou l'inverse, parce qu'on l'a depuis plusieurs années, ce discours. Oui. Ça peut être l'inverse, hein? D'ailleurs, vous étiez... C'est amusant de vous voir, vous êtes chicané là, au cours de la session beaucoup. Puis à la fin, vous n'êtes pas fait des câlins parce qu'on n'a pas le droit, là, mais c'était je vous respecte, je te respecte, tout ça. C'est réciproque. Oui. Bien, vous avez travaillé avec lui. Alors, on a gardé de très bons liens, je dirais une affection, un respect puis de l'amitié. Il y a 20 ans, j'étais son stagiaire puis son conseiller politique. Ce qui ne m'empêche pas d'être très critique à l'égard de ses décisions. Ça vous a pas donné le goût d'y aller parce qu'il y a tellement de péquistes à la CAQ. À la CAQ? Bien, je suis un indépendantiste. Je pense que ça me disqualifie, puis je suis très bien dans ma formation politique. J'ai été élu dans cette circonscription par 70 des citoyens. Alors, ça me donne l'énergie. Est-ce que vous avez peur que votre course soit oubliée un peu? 20 secondes, j'ai déjà trop pris de temps. Bon, j'ai regardé le débat conservateur hier. J'ai regardé ce qui s'est passé à la Chambre de communes avec Jack Meeting. Je pense que ça va être drôlement plus intéressant. Ça va se faire en été. C'est déjà arrivé. Et on a des candidats qui ne sont pas tous pareils. J'ai parlé du racisme systémique, sur l'avenir de l'indépendance, sur l'environnement, sur plein d'enjeux. On aura une belle course. J'invite les gens à devenir membres pour pouvoir voter dans cette course. Au revoir. Vous êtes à Matane? Vous êtes où, là? Je suis sur l'avenue Saint-Jérôme, en face de Radio-Canada Gaspésie-les-Îles, à Matane. Je suis à 5 minutes de chez moi, pas d'embouteillage. Vous êtes chanceux. Là. Vraiment, une journée comme aujourd'hui, ça doit être extraordinaire, l'air de chez vous. Merci. On est accueillant, M. Roy. Oui, c'est sûr, je vais dans votre coin. Comme le premier ministre vous a dit, moi aussi, je vais aller dans votre coin. Il aurait dû m'écouter. On est très accueillant, ça se voit. Adieu. Bye-bye. Salut.